Je venais de l'éducation nationale, oui. donc j'ai ramené dans les valises des choses qui fonctionnaient. Sauf que devoir faire l'éducation nationale, c'est pas forcément obligatoire pour tout le monde. Bonjour, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Naïma Page pour ce nouvel épisode de podcast. Naïma a cofondé un groupe scolaire qui s'appelle IFEA et elle va nous parler plus particulièrement de l'école Émilie du Châtelet. Bonjour Naïma. Bonjour Anne. Est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous êtes retrouvée à créer cette école en définitive? Bien sûr, déjà merci de m'avoir invitée pour ce podcast. Avec Je plaisir. suis ravie d'être avec vous. Alors moi, à la base, je suis professeure d'histoire et géographie. Oui. J'ai enseigné pendant plus de 20 ans dans le public. Oui. J'ai fait aussi des missions près d'inspection, de formation, etc. Et je me suis lancée dans la grande aventure de la création d'écoles avec mon époux et un ami en 2020. Et nous avons ouvert notre première école pilote, donc IFEA Émilie du Châtelet à Clichy, en septembre 2020, juste après la période Covid. Après, pendant ma phase d'enseignante, en fait, pratique sur le terrain, je me suis beaucoup questionnée sur mon rôle par rapport aux élèves. On avait beaucoup d'élèves par classe dans le public. Oui. Et au bout d'un moment de pratique, je n'arrivais plus en tout cas, je n'avais pas les moyens à aider chaque élève à la mesure de ce qu'il méritait. Donc à savoir les très bons qu'il fallait challenger, mais aussi à l'autre bout du spectre, ceux qui avaient besoin de plus d'attention, de plus d'individualisation. Quand on a 30 élèves par classe, c'est Oui. difficile. On a souvent l'impression qu'on s'adresse au ventre mou de la classe, en fait. C'est ça, et pas tellement ni aux plus faibles, ni peut-être aux plus talentueux. Et c'est extrêmement frustrant, vu qu'en plus l'élève moyen n'existe pas, en fait. Donc ça, c'était plutôt pour le volet professionnel, avec cette frustration qui s'était accumulée, qui ne m'empêchait pas de faire bien mon travail. Et puis du côté personnel, moi j'ai 2 enfants, et donc une grande fille qui était en phobie scolaire en 3e, qui était une excellente élève, mais qui ne trouvait pas sa place, et je la voyais malheureuse en fait. Et ça, c'est très triste de sentir son enfant. Et vous sauriez dire d'où venait la phobie scolaire? Elle n'arrivait pas à trouver sa place dans le système, elle s'ennuyait en permanence, bien que les professeurs étaient extrêmement bienveillants, etc. C'était pas la question, mais elle ne voyait plus l'intérêt d'aller à l'école. Voilà, elle avait toujours des bonnes notes, sans travailler de trop. On a souvent l'impression, je ne sais pas si vous partagez ce constat, mais on a souvent l'impression que dans l'école publique, il y a une véritable attention pour faire passer les élèves en difficulté, on va dire de 8 à 10. Et les élèves qui sont très forts et qui ont besoin de nourriture et qui auraient besoin de perspectives très stimulantes et qui en gros passeraient, je sais pas, de 14 à 16 ou 17, on a l'impression que ce n'est pas un challenge qui intéresse beaucoup l'école publique. Alors, au-delà de l'intérêt de l'éducation nationale dans son ensemble, qui je pense quand même est réel, enfin, il n'y a pas de formation des enseignants, ou en tout cas très peu. Les enseignants, il faut les former pour pouvoir répondre à ce type de problématiques. La question des effectifs qui sont extrêmement lourds aussi fait que les enseignants là aussi sont un peu démunis, comme moi j'ai pu l'être, avec toute ma bonne volonté et quand même une certaine formation. Et puis des moyens aussi qui ne sont pas forcément alloués. Oui. Et donc à partir de là, on accepte de les laisser passer de classe en classe et puis ensuite de s'épanouir peut-être plus tard. Et ça, je trouve ça triste et dommage. En tout cas, je l'ai vécu comme ça en tant que parent avec mon épout et la famille au sens large. Et vous êtes retrouvés du coup à partir de cette frustration, tout cela mis dans un shaker, expérience. Secoué, etc. Et bien du coup, on a décidé d'arrêter d'être frustrés et d'agir avec les moyens qui étaient les nôtres. C'est ça. À la fois en termes de réseau de professeurs qui étaient partants pour nous aider à monter le projet, et à la fois ensuite pour aller chercher des fonds, etc. etc. C'est quelque chose, la création d'école, qui prend beaucoup d'énergie, mais ça c'est comme toute entreprise à créer, mais qui est c'est une formidable aventure. Oui, et puis vous avez la chance d'avoir un mari qui est vraiment un entrepreneur né, qui est très doué. Heureusement qu'il était là, parce que moi je suis plutôt dans le volet pédagogique. Donc c'était le tandem idéal. Absolument, et j'ai aussi un ami qui lui est plutôt docteur en informatique et qui s'occupe aussi de toute la partie tech, qui a aussi son importance dans notre et école. on va revenir en deuxième partie sur cette spécificité. Alors si vous deviez présenter par exemple à un inspecteur de l'éducation nationale votre école, en justifiant pourquoi vous êtes donné la peine de faire une école, qu'est-ce que vous diriez ? Que pour moi, les fondamentaux de l'école n'y étaient pas là où j'ai pu travailler, dans les différents établissements où j'ai pu travailler, même si, encore une fois, j'ai eu la chance d'avoir des équipes dirigeantes et d'inspection qui étaient quand même, qui étaient vraiment très soutenantes et avec qui j'ai travaillé. Des effectifs quand même qui doivent être plus modérés pour pouvoir fonctionner. Oui. Nous, à IFEA, dans nos écoles, ça ne dépasse pas 20 élèves par classe. Oui. C'est le nombre sur lequel on s'est arrêté pour à la fois pouvoir
s'occuper de chacun pour les pousser vers le maximum de leur potentiel et en même temps garder une dynamique de classe qui permette les apprentissages et qui permettent d'avancer et de créer aussi des classes coopératives. Et donc si vous présentez à quelqu'un qui découvre votre première école, disons l'école Émilie du Châtelet, d'ailleurs qui a un nom d'une femme scientifique très inspirante, que j'invite les téléspectateurs à découvrir parce que voilà, une femme, on parle beaucoup des femmes dans la science, mais elle est quand même très impressionnante. Oui, tout à fait. Voilà. D'ailleurs, la deuxième école à Bois-Colombes s'appelle Catherine Johnson. Voilà, pareil. Que j'ai beaucoup apprécié. C'est ça. Une astronaute, c'est ça, mathématicienne qui a aidé à envoyer des gens dans l'espace. C'est ça, voilà. Alors donc, en quelques mots, cette école. Alors, la bienveillance, ça c'est sûr, mais je crois que comme beaucoup d'autres écoles indépendantes, mais c'est extrêmement important de le rappeler puisqu'on ne le trouve pas forcément partout. Et c'est vrai que les parents primaire collège. Oui. Et c'est vrai que les parents qui inscrivent les élèves dans notre établissement, c'est vraiment l'un des critères, pas que, on pourra y revenir, mais vraiment la bienveillance, mettre les élèves en situation de confort émotionnel, scolaire, physique, c'est absolument primordial pour après glisser des attentes exigeantes. Et l'exigence académique, c'est aussi un de nos porte-étendards, c'est quelque chose aussi que j'aurais pu présenter à l'inspecteur pour différencier, ou aux parents également, puisque le bienveillance, c'est pas le laxisme, il y a aussi des attentes qui sont exigeantes en fin de troisième pour préparer le brevet et surtout après des lycées. Pourtant, vous avez le même programme théoriquement que l'éducation nationale. Donc, vous le faites avec plus d'exigence, vous allez plus loin, plus de rigueur. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, vous avez raison. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment permettre à chaque élève, déjà d'aller au maximum de leur potentiel, je l'ai dit, mais aussi de s'intégrer dans notre monde qui est celui du 21e siècle. Et on prend le parti, en ce qui nous concerne, que pour être compétent dans le monde du 21e, qui vont contribuer à bâtir d'ailleurs, il faut être ouvert sur le monde et être en capacité de communiquer, d'où le bilinguisme français-anglais. Et de posséder un esprit qui soit un esprit critique, un esprit analytique, avec une grande rigueur. Et c'est pour ça qu'on va développer tout particulièrement le programme de sciences et de mathématiques, qui certes est calé sur celui de l'éducation nationale dans le contenu thématique et dans les connaissances, mais qui va aller plus loin, puisqu'on commence, on a développé un programme robuste depuis le CP jusqu'à la troisième, en brassant les connaissances et en proposant à la fois de la science physique, des SVT, donc sciences de la vie et de la terre, et de la technologie numérique dès le CP. Et donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait et qui avance progressivement. Peut-être faire un petit zoom sur le côté de technologie numérique dès le CP. Est-ce que déjà ils ont des ordinateurs ou pas encore? Alors non, là, je crois qu'on va rester raisonné. pour leur bien-être, en fait, ils vont programmer sans écran avec les petits robots Tigno, pas que, mais c'est un exemple de ce qu'ils peuvent faire pour travailler le côté latéralisé. Le robot va à droite, à gauche, ça le programmer, contourner les obstacles. On a une grande salle de sciences à Émilie du Châtelet, tout particulièrement de 80 mètres carrés, avec un espace utilisable pour cela. Et ça va jusqu'à la programmation finalement avec les écrans qu'on va retrouver en CM1, CM2. Alors il y a des microprocesseurs qui peuvent programmer assez simple et il y a aussi du langage Scratch. Enfin, on programme sur des ordinateurs Chromebook, on travaille là-dessus. Scratch, vous le faites entre quel âge et quel âge? Scratch à partir du CM1. Jusqu'à... Et après, en sixième, on commence avec Python pour tous les élèves. Alors évidemment, pour nous, la science est absolument fondamentale, mais on n'est pas obligé d'être absolument amoureux des sciences et super fort en sciences, etc. Mais la science telle qu'on la pratique, elle n'est pas descendante. Vraiment, elle se découvre, elle va même se ramener à la maison, puisqu'on a un livret, une pédagogie IFEA, c'est aussi tout un livret de sciences qui suit les élèves, qu'on rapporte, et on peut faire les expériences avec les parents. Et là, du moment où les élèves ancrent puis transfèrent, c'est gagné en fait. La démarche du petit scientifique, elle s'acquiert du CP au CM2, et lorsqu'ils arrivent en sixième, on va plus revenir vers des clous qui sont éducation nationale, mais avec des projets collaboratifs, avec des concours qui vont permettre aussi aux élèves de mettre en pratique des choses un peu théoriques dans la vraie vie. Et là, ça donne du sens, et là, c'est quelque chose qui donne des acquisitions durables. Alors, sur l'aspect codage informatique, qu'est-ce que vous proposez alors du coup sur l'aspect codage, sur l'aspect robotique, et puis peut-être plus largement la question des concours, parce que vous stimulez l'exigence justement en vous servant des concours. Oui, puis on challenge les élèves. Il y a le côté ludique, l'envie de gagner, l'esprit d'équipe. Exactement, on a quand même pas mal d'élèves pour qui ça peut être un levier de réussite et de progression. Et juste parce qu'à un moment, il faut avancer, donc c'est aussi un exutoire à leur capacité créative. En sixième, il y a deux types de concours, pas que, mais en tout cas, on peut
souligner ces deux-là. On a le ballon dans l'espace, Oui. qui fait appel à des compétences plus mathématiques, physiques et chimie, et la First Lego League. Donc là, Et First Ballon Lego- dans l'espace, c'est un concours français organisé par oui. qui en Alors fait c'est pas un concours pour le coup, l'autre oui, mais Oui. le ballon dans l'espace, c'est le CNES et le Planète Science Île-de-France qui organisent ça. D'accord. Donc on s'inscrit, et si on est retenu, alors on le fait chaque année, ils nous envoient une nacelle Oui. qui fait à peu près 1,8 kg. Je vous explique Oui. peut-être dans le détail, même si je ne maîtrise pas tout. Et cette nacelle qui va contenir des instruments de mesure qui sont Des capteurs. tout préparés par les élèves, et une GoPro dont j'espère chaque année qu'elle revienne de la stratosphère pour qu'on puisse la réutiliser, puisque voilà, elle a un petit coup cette GoPro. Et donc tout cela est envoyé lors d'une Jusqu'à session. 12 km Oui, de hauteur, c'est je ça crois même 30. 30 Voilà, et km, le donc vol dure entre c'est 2 et colossal, 4 hein. heures, absolument. Et donc ensuite, la nacelle redescend, on la récupère soit dans le champ de l'agriculteur, enfin bon voilà. Je vous passe les détails, mais c'est assez comique et ça crée vraiment un esprit de Une groupe. aventure aussi. Oui, hein. tout à fait. Et ensuite, lorsque la nacelle revient, eh bien, les plus jeunes, donc les sixièmes, vont regarder tout ce qu'il y a à regarder, les couches nuageuses, la sphéricité de la Terre, puisqu'on a vraiment des images absolument magnifiques. On a un avion passé lors de la dernière. Ouais, C'était ouais, quand même parce que assez vous êtes largement impressionnant. au-dessus des avions là. hein. Exactement. Ouais. Et puis aussi, si le ballon a bougé, pour quelle raison il a bougé. Donc tout cela, c'est avec le professeur de physique-chimie que c'est étudié. Et puis pour ce qui est calcul de tout ce qui est sorti des instruments de mesure, donc la pression, etc., là on convie les 3e, 4e pour donner un petit coup de main aux 6e, parce que là c'est un peu plus compliqué, donc il y a un petit côté interclasse aussi qui se dégage. Ouais. Donc ça c'est vraiment le projet de 6e à côté, en plus D'accord. des cours classiques. D'accord. Et puis on a la First Lego League. La First Lego League, c'est un concours de robots. Ouais. Chaque année, il y a un thème. Alors cette année, je ne vous cache pas, je ne me souviens plus, mais j'ai été marquée par la thématique d'il y a 2 ans, Ouais. parce que pour le coup, j'avais suivi l'équipe, dont une équipe de filles d'ailleurs, et c'était sur un grand terrain de foot, et il fallait que le robot marque un but, ou déplace des choses sur une table. Ouais. Et donc à la fois, vous avez ce travail de préparer votre robot, de le réparer en vitesse pour pouvoir battre le robot des autres équipes qui peuvent être plus grandes. Il y a des lycéens, etc., qui concourent. Et donc le thème est donné par l'organisateur First Lego League. Et avec un cahier des charges. Donc, ton robot doit faire tel poids, etc. Ouais, etc. et puis il doit être capable de marquer un but par exemple. Ah oui, et puis alors quand ça rate, la frustration est énorme. Mais comme un vrai scientifique, comme un vrai, dans cette démarche, cette culture-là, on doit apprendre de nos erreurs, il faut rectifier, et puis hop, on se relance. Donc ça aussi c'est intéressant, il marche par itération. Et il y a aussi à ce côté, ce concours de robots, à la fois la pratique et le challenge, mais aussi une présentation du robot devant un jury. Alors là, c'est d'autres compétences qu'on met en avant. Pourquoi on l'a construit comme ci, pourquoi on a choisi tel matériel, etc. Et on doit se défendre devant un jury éminent. Voilà. Et donc là, les élèves participent chaque année. On a d'autres concours de robotique après, là aussi pour, une fois qu'ils Donc le First Lego League, c'est en quelle classe? C'est en 6e. Encore en 6e? Oui, c'est les deux concours de 6e. Ah oui, ils sont très occupés là. Oui, ils sont très occupés. Ils ont besoin d'être occupés. Donc, après, en 5e, du coup? En 5e et en 4e, 3e, un peu moins en 3e, puisqu'avec la préparation brevet, du lycée, etc. Mais enfin, on a quand même des chevronnés qui veulent venir, donc on ne va pas les empêcher de venir, bien sûr, pour aider les autres. Il y a des concours, soit, c'est au choix des élèves, donc soit de 3D, donc par exemple, on a gagné le concours de Made in 3D avec comme thématique le biomimétisme. C'est organisé par la Fondation Dassault et La Main à la Pâte. Et donc c'était des 5e qui avaient préparé une fusée avec iCAD, donc le thème du biomimétisme. Donc ils avaient envoyé leur fusée. Et donc devant 6000 écoles, ils avaient présenté leur projet. Donc ça peut être de la 3D, ça peut être aussi des concours de robotique nationaux, cette fois-ci un peu plus sérieux. Donc chaque année, on a des élèves qui partent à la Coupe de France de robotique senior. Et l'année dernière, on a fini 5e sur 80 et quelques équipes, dont des écoles d'ingé, etc. Donc là aussi, toujours pareil, on monte son robot, on le présente, on répond à un cahier des charges, etc. Et ça, c'est vraiment en parallèle de ce programme classique de l'éducation nationale. Et donc on peut tout à fait faire différemment, promouvoir le challenge, permettre aux élèves d'être stimulés à la mesure de ce qu'ils souhaiteraient, donner des applications concrètes aux théorèmes un peu abstraits qu'on peut faire en maths et en physique. Donner une fierté aussi de l'accomplissement. Et que les élèves, de façon ludique, se fassent plaisir. Et ça, du coup, ils s'en aperçoivent pas, mais ils apprennent beaucoup. Oui, et puis peut-être que ça développe le désir d'être ingénieur, de réaliser des choses, de les fabriquer, d'aller jusqu'au bout d'un projet. Exactement. Et sinon, tout simplement, ça va développer, pour ceux qui sont peut-être comme moi quand j'étais petite, moins férus de sciences, une capacité à analyser, à critiquer, à répondre, à postuler, faire des hypothèses, infirmer, confirmer. Et ça, c'est extrêmement précieux puisque ça va se retrouver dans d'autres disciplines, aussi le français, où il faut de l'esprit critique, etc.
D'accord. Alors du coup, vous avez une dimension scientifique qui est quand même très développée. Oui. Est-ce que beaucoup de familles viennent chez vous à cause de sa dimension scientifique ou bien elles la découvrent, elles ne viennent pas forcément pour ça? Alors, il y a quand même une bonne partie qui viennent pour cette dimension-là. Notre sérieux dans l'académisme, si vous voulez, puisque les parents ont envie de bienveillance, mais voilà, ils veulent que leurs enfants fassent de bonnes études, soient armés, et donc ils vont trouver les deux. Si vous voulez. C'est sûr que dans notre école, il y aura plus d'heures aussi de sciences, hein, on leur dit. C'est un peu plus lourd que le volume horaire de l'éducation nationale, mais ça permet aussi de déployer ce type de programme-là. Et puis, il y a plus d'heures aussi, puisqu'après, il y a les devoirs faits. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les devoirs faits? Donc, le matin, ils arrivent à un horaire à peu près normal. Alors, ils commencent à 9h les collégiens, parce qu'on tient compte du rythme de l'enfant aussi. Oui, 9h les collégiens, c'est vrai que c'est assez tard. Voilà, et 8, ils sont très contents. Et donc, 8h30, 8h40 pour les élémentaires, c'est échelonné. Et puis, donc, le soir, il y a 1h et demie de devoirs. Alors, 1 heure pour les élémentaires, du CP, enfin de la maternelle en tout cas au CP, au CM2, je vais y arriver. Et ensuite, des 6e au 3e, c'est de 16h15 à 17h30. Donc, d'accord. 1h15. J'ai repris la terminaison de devoirs faits, je venais de l'éducation nationale, donc j'ai ramené dans les valises des choses qui fonctionnaient, sauf que devoir faire l'éducation nationale, c'est facultatif, enfin voilà, c'est pas forcément obligatoire pour tout le monde, là, tout le monde vient au devoir fait. On ne cherche pas à comprendre, tout le monde c'est collectif, d'ailleurs le collectif oblige, il va, et en même temps permet de fédérer et de mettre tout le monde dans le sens de la marche. Je ne vous cache pas que les devoirs faits, comme les sciences, comme la bienveillance, comme l'anglais, c'est un élément très important pour les parents, qui sont la plupart cadres supérieurs, qui rentrent tard, qui ne peuvent pas forcément aider leurs enfants, et qui ne veulent pas non plus se rajouter, comme c'est souvent le cas, des sources de tension. Ah mon Dieu, il faut que je te fasse réviser telle leçon, etc. Donc il reste quand même un peu de devoirs à faire à la maison, mais plutôt d'apprentissage oral. Alors ça, c'est au collège. Vraiment en élémentaire, il n'y a pas de travail, hormis de la lecture en anglais, en français, hormis voilà, si on veut réviser. Mais au collège, c'est petit à petit, effectivement, que le travail augmente, et en 4e, 3e, voilà, là, le travail est un peu plus conséquent, et il y a du travail à faire à la maison, forcément, pour être prêt pour l'après. On le dit clairement aux parents. Et il y a une visée aussi dans ces devoirs faits, qui est une visée d'autonomie. Donc en élémentaire, jusqu'en CM, on va travailler le apprendre à apprendre, voilà, comment je m'organise, qu'est-ce que je mets dans mon cartable, enfin voilà, ces petites choses qui peuvent faire défaut quand même à des lycéens, je le vois encore. Je fais un peu d'introspection maternelle. Et puis quand on arrive à partir du CM, et surtout au collège, là c'est vraiment comment je vais organiser mon travail, qu'est-ce que je planifie, j'ai un contrôle dans 15 jours, à partir de quand je le révise, qu'est-ce que je priorise. Et donc dès le CM, on a des plans d'apprentissage de leçons qui sont Alors est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces histoires de plans de travail? Vous en avez beaucoup parlé quand j'ai visité votre école. Ah oui, c'est vrai que vous avez vu sur le terrain. Voilà. Et en fait, ce sont les professeurs déjà qui animent les devoirs faits. Et c'est vraiment une heure, ils le disent, hein, où ils doivent être présents. On n'est pas dans de l'étude où le professeur est assis. Il peut y avoir une surveillante, mais qui est anglophone aussi, qui aide, mais majoritairement, ce sont les professeurs. D'accord. À partir de là, ils connaissent leurs élèves, ils connaissent aussi leurs besoins, ce qui permet aussi d'aller voir si un tel n'est pas à remobiliser, si l'autre n'est pas épuisé après sa leçon de physique, et donc voilà, et qu'il faudrait expliquer un peu mieux parce qu'on perçoit qu'il n'a pas saisi un concept. Donc il va projeter, là je parle du collège, hein, en élémentaire ce sont des ateliers. Donc il va projeter les travaux à faire au tableau, et puis voilà, il va passer voir chacun pour voir où il en est de son plan de travail qui aura été réalisé. Certains le font tout seuls parce que voilà, ils sont beaucoup plus autonomes. Donc là, on vérifie une avancée, on répond aux questions si besoin. On peut aller voir le professeur d'à côté puisqu'on est en maths et que la prof de maths est à côté. Donc il y a une classe une salle par classe. On est projeté par exemple en 6e et il y a une classe pour les 6e, c'est ça? Exactement. Voilà, exactement. On peut de temps en temps, quand il y a un besoin, quand il y a un brevet, faire par pôle. Donc un pôle sciences, un pôle français, etc. Mais c'est majoritairement par classe. Donc ils sont moins de 20, puisque c'est obligatoire, donc tout le monde vient. On peut donner une petite autorisation pour aller faire son tennis, sa natation, parce que l'épanouissement, c'est aussi important, mais dans ce cas, les devoirs, ils seront à faire à la maison. Donc on conseille vivement, et c'est fortement recommandé de laisser les enfants au devoir, mais bon, tout le monde reste à peu près. Est-ce qu'il y a une partie des cours qui sont optionnels, ou des activités qui sont optionnelles, ou bien tout est obligatoire, il n'y a pas tellement de choix? C'est vraiment un accueil global, du moment où vous rentrez à Amélie-du-Châtelet ou à Bois-Colombes, du moment où vous rentrez jusqu'au moment où vous sortez à 17h30, c'est vraiment un temps. Il n'y a pas de partie en périscolaire Et le périscolaire commence tout à fait après. Et le périscolaire, on envisage aussi
dans nos valeurs, donc bienveillance, et aussi avec un gros côté éducatif, mais dans le ludique, Ouais. parce qu'on manipule beaucoup et on passe beaucoup par le jeu en classe, on D'accord. fait aussi en périsco. Et là, on va avoir des activités qui ont beaucoup de succès sur les activités de robotique, évidemment. Ouais. Le mercredi après-midi, en soirée, les échecs. On aime beaucoup les échecs dans la famille, donc on a voulu aussi diffuser ça et ça plaît aux élèves. Et puis pas mal de choses aussi en anglais, du théâtre. On a aussi de la capoeira, puisque notre prof de PS est champion du monde dans la capoeira, etc. Donc, on essaie vraiment de proposer tout type de choses pour leur délassement, mais toujours avec une visée éducative derrière. Donc c'est vraiment un programme global. Et donc tous les enfants font des activités périscolaires ou pas nécessairement? Forcément tous, mais une grande majorité, et dès le CP d'ailleurs, parce qu'encore une fois, comme les parents partent tard, après les collégiens, ils ont souvent des choses à l'extérieur, du foot, etc. Donc voilà. Mais ceux qui restent, dans les grands, font beaucoup de robotique, du théâtre, etc. Alors, dans votre groupe scolaire, IFEA, vous avez notamment un établissement qui est sous contrat. Oui. Qu'est-ce que vous voyez comme différence en tant que chef d'établissement, diriger un établissement, enfin disons fondatrice, cofondatrice, animer, décider, organiser un établissement hors contrat par rapport à un établissement sous contrat? Sachant que bon, le sous contrat et hors contrat, c'est par rapport aux classes en fait. Donc on dit ça par facilité. Mais bon, voilà. Ouais. Déjà, la grosse différence, c'est que l'équipe enseignante, elle est gérée par le rectorat. Dans les mutations, dans le choix. Alors après le choix, on a aussi notre mot à dire, parce qu'en tant que chef d'établissement, on les reçoit, etc. Et puis ensuite, il y a un système de vœux. Ils sont payés par le rectorat aussi, donc c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, de pouvoir pédagogique, théoriquement. Je suis le supérieur hiérarchique, voilà, mais il n'y a effectivement pas de pouvoir pédagogique, ça c'est sûr. Éducatif, puisqu'on doit veiller à ce qu'il y ait une certaine assiduité, une assiduité, la ponctualité, animer aussi l'équipe, veiller à ce qu'ils aient tout ce qu'il faut pour bien remplir leur mission au quotidien, que ce soit l'équipe enseignante ou vie scolaire ou admin. Mais théoriquement, au niveau pédagogique, vous n'allez pas visiter leur classe, leur donner peut-être des consignes, des manières de concevoir les devoirs sur table? Je ne vous cache pas qu'on a un projet d'établissement qui est à respecter, avec des valeurs les mêmes qu'à IFEA, de bienveillance, d'exigence et de solidarité. Donc en cela, ce qui se passe dans les classes doit être en droite ligne avec ça. Il doit y avoir des comportements, une posture professionnelle qui doit être alignée sur notre projet pédagogique. Donc ça, pour le coup, voilà. En revanche, en termes de pédagogie, effectivement, c'est les inspecteurs de l'éducation nationale qui sont en charge de réguler, de conseiller, etc., etc. Et moi, à mon niveau, j'autorise les formations ou pas. Je peux organiser aussi des choses au sein de l'établissement, mais je ne suis pas du tout leur supérieur. Enfin, je n'ai pas mon mot à dire sur la pédagogie. En revanche, c'est rien à voir évidemment avec les écoles indépendantes et hors contrat, où là, je vais vraiment être animatrice des équipes sur ce plan-là. Et vous êtes assez directive. J'ai vu finalement dans votre manière de concevoir les choses, vous avez des méthodologies que vous imposez à l'ensemble des professeurs, notamment sur la manière d'évaluer, de justifier les notes. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ce point-là? Donc là, on est revenu dans le hors-contrat. Oui, en effet. Alors, dans le hors-contrat, oui, moi, j'ai vraiment un cadre qui est clairement défini. Mais le cadre rassure aussi, il permet de donner le cap. Donc c'est vrai que je l'explique d'ailleurs à mes enseignants lorsque je vais les recruter. J'ai un haut niveau d'exigence au recrutement. J'ai à la fois des seniors et des juniors qui doivent aussi apprendre et qui amènent une énergie, de nouvelles idées, etc. Un gros programme de formation aussi qui va avec. Et c'est sûr que le cadre, il est donné très clairement. C'est le cadre d'une pédagogie qui est à la fois bienveillante, qui est basée sur des petits effectifs, sur des classes qui sont flexibles. Donc il faut utiliser ces outils, ces instruments qui permettent la flexibilité et de rendre les classes actives. Si on n'est pas d'accord avec ça, forcément on ne peut pas enseigner chez moi, ça c'est quand même clair. Et il y a des progressions qui ont été élaborées dans chaque discipline, depuis le CP jusqu'à la 3e, par les experts. Donc cette progression est à suivre. Cette progression est à suivre. Après, il y a une liberté, parce que alors, sinon, ce ne serait pas rigolo pour eux. Après, il y a une liberté pédagogique évidemment à l'intérieur d'un cadre qui est défini, qui suit à la fois l'éducation nationale avec tous les ajouts que l'on peut faire. Voilà. Donc moi, tant que ils peuvent aussi proposer, on a une forte énergie créative, puisque ce sont vraiment de très bons enseignants, avec des feedbacks qui sont intéressants, et on a des concertations qui sont propices justement à faire remonter tout ça à leurs idées. Donc ça peut évoluer, mais le cadre, c'est vrai, reste le même en effet. Et est-ce que vous les payez plus que l'Éducation nationale? Ah oui. Combien plus? Ah, mon mari saurait le dire, mais je vous garantis qu'il y a une sacrée différence. 20, 30% peut-être? 20 c'est sûr, après il faut voir. Entre le début et la fin de carrière. Et il se trouve que j'ai une amie qui était professeure d'éducation nationale et qui a rejoint votre école, vous vous souvenez, Laure, professeure de mathématiques. Qui était une indécrottable du public. Ah bah ça, je peux en témoigner, puisque nous sommes écharpés pendant des années sur mais comment oses-tu t'occuper d'enseignement libre? Je dis mais c'est la vraie dimension sociale, l'enseignement libre, contrairement à ce qu'on croit. Ça permet d'innover, ça permet d'adapter à chaque enfant pour qu'il y ait des résultats avec les différences des uns et des autres. Et donc je trouve ça incroyable
qu'elle ait rejoint une école indépendante, elle qui était vraiment une sorte de porte-étendard de l'école publique. C'est vrai que vous êtes tombée sur elle lorsque oui, vous avez visité. Oui, c'est très drôle, c'est très drôle. Et elle est devenue responsable pédagogique d'ailleurs. En plus. Et c'est un élément absolument indispensable. Et qu'est-ce qui l'a surpris le plus, venant du public, étant très habitué à cet univers? Ce qu'elle adore, c'est parce que nous, on ne renie pas le public, on en vient. Non, mais c'est pas une qui m'a question de formée. renier. Puis en plus, je travaille toujours dans le sous-contrat. Mais il n'y a pas mais la différence. Je vais me faire une petite parenthèse. Parfois, on a l'impression qu'il faut prendre parti, vous êtes pour le public ou pour le privé. C'est vraiment pas la question. On est pour les enfants, on est pour que notre école fonctionne en France. Exactement. Et je pense qu'il y a manière de faire très bien. Et montrer que les alternatives existent. Voilà. Et puis elles sont au service, c'est aussi un laboratoire pour les prochaines réformes. Donc il n'y a pas à se positionner pour ou contre. C'est pas comme ça que ça se joue. Hein, et donc Laure, c'est clairement ce que je lui avais expliqué. Voilà. Parce que bon, pour en revenir à elle. Et puis ce qu'elle adore, c'est de travailler ensemble. Ça. C'est vraiment un plus. Professeur d'élémentaire, professeur de collège, c'est pas quelque chose qu'on trouve dans un groupe scolaire. C'est quand même très cloisonné. Déjà entre les classes, entre les équipes pédagogiques. Donc là, on travaille vraiment tous ensemble. C'est extrêmement riche en termes de pratiques pédagogiques échangées. C'est vrai que c'est un autre métier en élémentaire. Ils sont beaucoup dans la différenciation. Ils sont très forts pour les ateliers. Donc, ils nous conseillent aussi en collège. Nous, on a même une expertise disciplinaire un peu plus poussée et d'autres choses. Donc déjà, ça lui a énormément plu, le travail en équipe. Les moyens. Il faut être clair, il y a quand même beaucoup plus de moyens. Ça va plus vite pour prendre des décisions d'autoriser un tel achat. C'est tout bête, mais ça change la vie. Scolaire, un achat, une photocopie. Ah oui, non, mais ça là, il y a des moyens qui ne sont pas là dans l'éducation nationale. Ça va plus vite et en fait, on a l'impression d'être libéré pour vraiment pouvoir faire ses missions et son métier. Et ça, elle avait énormément apprécié. Et aussi tout simplement de mettre en pratique les idées qui sont les nôtres et ce en quoi on croit vraiment. De ne pas avoir l'impression de cabosser ou de mal faire par manque de moyens. Et ça, c'est extrêmement précieux, ça lui a aussi beaucoup plu, donc moi aussi forcément. Oui, il y a beaucoup de professeurs, j'ai aussi la discussion avec elle, beaucoup de professeurs à l'éducation nationale ou parfois dans le sous-contrat aussi, qui ont le sentiment de devenir maltraitants. Maltraitants malgré eux parce qu'il y a trop d'élèves, parce que cet élève, il n'a pas le niveau, il faudrait reprendre des bases avec lui, mais on ne peut pas le faire, donc en fait, il est perdu, on sait bien pourquoi il est perdu, mais on ne s'en occupe pas. Il passe de classe en classe. Il passe de classe en classe, et en fait, plus ça va, plus il se désespère, plus il se rapproche de la phobie scolaire et de la mésestime de soi. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve maltraitant, comme c'est des problématiques qu'on trouve aussi dans le domaine social. Donc ça, c'est quand même quelque chose de merveilleux que de retrouver une capacité d'action, et c'est ce qu'on peut voir déjà dans votre école. C'est exactement ça. On a des vrais leviers pour sortir de l'impuissance aussi. C'est ça, c'est de la frustration. C'est dur d'être aigri quand on fait un métier qu'on aime quand même, donc qu'on a choisi. Oui, puis qui est vital pour l'avenir même de chaque enfant et de notre pays. Absolument. Et encore une fois, on avait à cœur au tout début, avec mon époux notamment, de montrer que en fait, il y a une autre solution qui existait qui n'était pas forcément plus chère. Alors, les tarifs que vous proposez aux parents, ils sont quand même très élevés. Bien sûr. Donc, combien c'est en gros? Alors, c'est en gros, je ne parle pas de la cantine parce que je ne me souviens plus, c'est sur notre site. Mais en gros, c'est le même prix, du CP jusqu'à la 3e. C'est 12 000 € à l'année. Et on a des tarifs en fonction des conditions de ressources. Le premier tarif est à 7 000 €. D'accord. Après, 12 000 pourquoi? Parce qu'on avait regardé le prix de ce que coûtait à l'éducation nationale un élève d'élémentaire, de lycée, de collège. Et on s'était dit, on ne dépasse pas pour montrer que c'est possible en fait, de faire aussi bien avec le même coût. Alors c'est sûr qu'on ne voit pas à quel point l'école est chère dans l'éducation nationale parce qu'on ne voit pas le coût des professeurs, le coût des bâtiments, on dit en général que c'est 8 000 pour le primaire et on va dire 10 000 pour le secondaire, mais en réalité ça intègre pas les pensions, pas les locaux, donc en réalité on est bien au-dessus. Oui. On ne voit pas combien coûte, c'est comme à l'hôpital, on sort, on a fait une radio, on ne voit pas le vrai coût, c'est pareil, on ne voit pas combien coûte un bâtiment, on ne voit pas combien sont payés les professeurs, etc. Donc finalement, alors c'est vrai que ça peut paraître cher, mais c'est le prix réel que coûte un élève. C'est cher pour une famille, c'est clair. Clairement, donc il faut développer des systèmes de bourse. Exactement, et on a une fondation aussi, mais ça nous oblige aussi à faire du bon travail, parce que les parents, on sait que c'est un réel effort pour beaucoup. Certains ont leurs 3 enfants chez nous et plusieurs familles, donc là on fait un effort aussi. Mais donc ça nous oblige à faire vraiment du travail. Et est-ce que vous êtes sélectif à l'entrée ou en cours de scolarité ou bien c'est pas comme ça que ça fonctionne? Oui, tout de même. Je ne vous cache pas qu'il faut... Bon, déjà là, l'élémentaire est pleine, c'est plein, donc forcément, on regarde notamment un petit peu le niveau d'anglais, mais ça c'est pas rédhibitoire. Moi c'est le comportement, parce que du coup quand on peut entre guillemets sélectionner, c'est pas tant le niveau de l'élève, puisque peut-être que l'état d'esprit, le désir d'apprendre. Le fait
que voilà, il est là pour progresser, il est malheureux peut-être aussi là où il est, où il n'est pas forcément, voilà, il est passif, quoi, il fait ce qu'il faut, il travaille, mais voilà. Et je sens qu'il va déployer ses ailes chez nous, alors là, dans ce cas, je le prends. Après, il y a un niveau qui est quand même plutôt élevé, dans la mesure où le programme est ambitieux, il y a beaucoup quand même d'heures, même si les heures sont, voilà, même si les heures sont organisées avec travail coopératif de telle manière que la journée passe vite. Hein. Là, je sais qu'ils sont, quand ils reviennent de vacances, notamment les petits, on est content, on veut revenir à l'école, donc ça c'est quand même tellement positif. Mais donc non, il n'y a pas de sélection trop sur le niveau, mais sans vous mentir, voilà, on a quand même un niveau plutôt bon, même, voire très bon, et c'est le comportement moi qui va me... Et on prend aussi des élèves qui peuvent avoir besoin, quelques élèves qui peuvent avoir besoin qui ont des besoins particuliers et qui doivent avoir besoin d'un accompagnement un petit peu plus poussé. S'ils sont suivis à la maison, si je sens qu'on a une vraie possibilité de collaborer avec la famille, et bien dans ce cas, voilà, on les accueille. On ne peut pas en accueillir trop, puisqu'il faut garder une dynamique. Oui, l'inclusion, c'est extrêmement important pour nous aussi. Oui, mais il faut que ça soit réaliste aussi. Il faut que ça soit... Il faut que l'ensemble puisse progresser aussi, que ce soit du win-win. Voilà. Alors, si vous vouliez avoir un mot de la conclusion, peut-être pour les gens qui voudraient éventuellement mettre leur enfant dans votre école, ou des gens qui voudraient se dire, bah, tiens, je suis professeur dans le public, ou je suis directeur dans le public, et si moi aussi je crée, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors déjà, c'est l'information est la clé. Donc vraiment, effectivement, votre podcast, moi je pense que joue un rôle extrêmement important, puisque c'est quand on est professeur, quand on est parent, on angoisse de ce qu'on peut perdre, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, c'est ça, donc s'informer, à rencontrer, à aller voir, parler aux professeurs justement qui ont fait le pas pour aboutir à un cheminement. Tout cela est un cheminement en réalité. Quand on est prêt, on saute le pas. Aller à la rencontre des acteurs, aller visiter des écoles indépendantes aussi, échanger avec les gens sur place pour pouvoir voir en fait concrètement à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut y gagner. Moi, je sais que ma vie professionnelle a vraiment complètement été transformée par tout ça. Alors, j'ai de la chance, hein, ça a fonctionné. Je sais que c'est pas forcément, quand on crée une entreprise, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, c'est formidable quand ça marche. Et de voir la confiance des parents. Les parents sont heureux juste parce qu'ils voient que leurs enfants sont heureux d'aller à l'école. Ils apprennent. Donc, il ne faut pas avoir peur des écoles indépendantes. C'est vraiment le message à faire passer, qu'on soit enseignant du public ou enseignant tout court, ou qu'on soit parent. Donc, allez entrer dans ces écoles-là, allez voir, et puis je suis sûre que voilà, tout cela vous convaincra dans un sens ou dans un autre. Merci beaucoup Naïma pour ce témoignage. Merci de m'avoir reçu.